En recevant une livraison, la fille du millionnaire est restée figée en voyant que la conductrice de camion lui ressemblait parfaitement et portait la même bague, celle que son père lui avait offerte il y a 27 ans. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre d'Amélie Dufresne, projetant des reflets dorés sur le parquet en chêne massif de la mansion familiale. À 27 ans, elle avait l'habitude de se réveiller dans ce luxe feutré de Neuilly-sur-Seine, où chaque détail respirait l'opulence héritée de générations de réussite. Pourtant, ce matin-là, quelque chose dans l'air lui semblait différent, comme si le destin préparait un coup de théâtre dont elle n'avait pas encore conscience. Elle descendit l'escalier de marbre, ses pas étouffés par l'épais tapis persan, et se dirigea vers la cuisine où Marguerite, la gouvernante, préparait déjà son petit déjeuner habituel. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum des croissants tout juste sortis du four. « Bonjour, mademoiselle Amélie », dit Marguerite avec ce sourire bienveillant qui l'accompagnait depuis l'enfance. « Votre père est parti tôt ce matin pour ses réunions. Il a dit qu'il rentrerait vers 18h. » Amélie acquiesça distraitement, portant machinalement la main à son cou pour ajuster le fin collier de perles qu'elle portait toujours, mais c'était surtout vers son annulaire gauche que son regard se dirigeait instinctivement, là où brillait l'anneau d'émeraude qui ne quittait jamais son doigt. Cette bague était son trésor le plus précieux, celle que son père lui avait offerte pour ses 18 ans en lui expliquant qu'elle avait été créée spécialement pour elle. Une pièce unique, ma chérie, lui avait-il dit ce jour-là, les yeux brillants d'émotion. Elle symbolise tout l'amour que j'ai pour ma fille précieuse. Il n'en existe pas d'autre comme celle-ci au monde. Ces mots résonnaient encore dans sa mémoire, chaque fois qu'elle contemplait les émeraudes colombiennes serties dans l'or blanc. L'anneau était d'une beauté saisissante, avec ses pierres d'un vert profond qui captèrent la lumière de façon hypnotique. Le design était sophistiqué mais intemporel, évoquant à la fois l'élégance classique et une modernité discrète. La matinée s'écoula paisiblement. Amélie parcourut les pages du Figaro tout en sirotant son thé Earl Grey, répondit à quelques emails concernant ses activités caritatives et eut une longue conversation téléphonique avec sa meilleure amie Céleste au sujet du prochain gala de bienfaisance qu'elles organisaient ensemble. Vers 14h, alors qu'elle feuilletait un magazine de mode dans le salon, la sonnette de l'entrée retentit. Le son cristallin résonna dans le hall d'entrée, suivi des pas empressés de Marguerite, qui se dirigeait vers la porte. Mademoiselle Amélie appela la gouvernante depuis l'entrée. « Il y a quelqu'un pour une livraison urgente. Des documents pour monsieur votre père. » Amélie fronça les sourcils. Son père recevait rarement des livraisons aussi tardives, et jamais à domicile. Intriguée, elle se leva gracieusement de son fauteuil en velours bleu et se dirigea vers l'entrée, ses escarpins loup-boutin claquetant doucement sur le marbre. « C'est bon, Marguerite, je vais m'en occuper, » dit-elle en ajustant sa robe Chanel beige. Elle ouvrit la lourde porte en chêne sculptée et se figea instantanément. Son souffle se coupa. Son cœur s'arrêta de battre pendant une fraction de seconde qui lui parut durer une éternité. Devant elle se tenait une femme de son âge qui lui ressemblait de façon troublante. Non, pas troublante, absolument terrifiante. C'était comme se regarder dans un miroir, à quelques détails près, la même structure osseuse délicate, les mêmes yeux noisettes parsemés de paillettes dorées, la même bouche finement dessinée, les mêmes cheveux châtain clair qui ondulaient naturellement sur les épaules. Mais là où Amélie portait une tenue de créateur et dégageait cette assurance feutrée de la bourgeoisie parisienne, cette femme arborait un jean délavé, des bottes de travail usées et un blouson en cuir noir qui avait vécu. Ses mains, qu'Amélie remarqua immédiatement, étaient calleuses et portèrent les marques d'un travail physique régulier. Tout en elle respirait la simplicité laborieuse, cette authenticité brute qui n'avait jamais effleuré l'univers protégé d'Amélie. « Bonjour », dit l'inconnu d'une voix légèrement rauque qui contrastait avec la diction parfaite d'Amélie. « Je suis Claire Dubois, de la société de transport Marseille Express. J'ai une livraison urgente pour monsieur Marc Dufresne. » Elle tendait une enveloppe Kraft tandis qu'Amélie restait pétrifiée. Incapable de prononcer un mot, son regard était irrésistiblement attiré par la main gauche de Claire, et ce qu'elle y vit lui donna l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Au même doigt que le sien, Claire portait un anneau absolument identique au sien. Les mêmes émeraudes colombiennes, le même or blanc, le même design sophistiqué, les mêmes reflets hypnotiques qui dansaient sous la lumière de l'après-midi. C'était impossible. Son père lui avait formellement assuré que sa bague était unique au monde. « Vous,
Votre bague » bégaya Amélie, la voix étranglée par l'émotion. Claire baissa les yeux vers sa main et sourit avec une tendresse mélancolique. « Ah, celle-ci, c'est tout ce qui me reste de mon père. Ma mère m'a toujours dit qu'il la lui avait donnée avant de disparaître. Juste avant ma naissance, c'est mon bien le plus précieux. » Les deux femmes se regardèrent alors dans les yeux, et quelque chose de profond et d'inexplicable passa entre elles. Une reconnaissance instinctive, primitive, comme si leurs âmes se reconnaissaient au-delà des apparences et des circonstances. « Excusez-moi » murmura Amélie en prenant machinalement l'enveloppe. « Mais quel âge avez-vous » « 27 ans, répondit Claire, visiblement intriguée par cette question inattendue. « Pourquoi » Amélie sentit ses jambes fléchir. 27 ans. Exactement son âge. Et cette ressemblance, et cet anneau. « Mademoiselle, ça va ?» demanda Claire en avançant d'un pas, inquiète de voir Amélie si pâle. « Oui, merci » balbutia Amélie en s'agrippant au chambranle de la porte. « C'est juste que nous nous ressemblons beaucoup, ne trouvez-vous pas ?» Claire la dévisagea attentivement, et un sourire amusé éclaira son visage. « C'est vrai qu'on pourrait être sœurs. Ma mère dit toujours que j'ai un de ces visages qu'on retrouve partout. Bon, il faut que j'y aille. J'ai encore 3 livraisons à faire avant 18 heures. » Elle tourna les talons et se dirigea vers un petit camion blanc garé devant le portail, laissant Amélie plantée sur le seuil, l'enveloppe à la main et 1000 questions se bousculant dans sa tête. Alors que le camion disparaissait au bout de l'avenue bordée de marronniers, Amélie referma lentement la porte et s'adossa contre le battant, le cœur battant la chamade. Cette rencontre n'était pas un hasard, cette ressemblance n'était pas une coïncidence. Et surtout, cet anneau identique au sien ne pouvait pas exister. Pourtant, elle l'avait vu de ses propres yeux. Le petit camion blanc de Claire filait sur l'autoroute A7 en direction de Marseille. Mais son esprit était resté figé devant cette porte massive de Neuilly-sur-Seine. Ses mains agrippaient dans le volant, avec une tension inhabituelle. Et elle ne cessait de jeter des coups d'œil à son rétroviseur, comme si elle pouvait encore apercevoir cette mystérieuse femme qui lui ressemblait trait pour trait. « Putain, c'était quoi ce délire ?» marmonna-t-elle en dépassant un poids lourd, ses pensées tourbillonnant à 100 à l'heure. Cette Amélie Dufresne avait tout de la bourgeoise parisienne typique, la robe de créateur, les chaussures hors de prix, cette façon de parler avec des mots choisis et cette assurance tranquille que donne l'argent depuis toujours. Tout l'opposé de Claire, qui avait grandi dans une HLM de la Castellane et qui se battait chaque jour pour gagner sa vie au volant de ce camion. Mais ce qui la troublait vraiment, c'était l'expression qu'elle avait vue dans les yeux d'Amélie quand leurs regards s'étaient croisés, une reconnaissance mutuelle, comme si elles s'étaient déjà rencontrées dans une autre vie. Et puis cette question sur son âge. Pourquoi diable cette fille voulait-elle savoir ça? Le voyage jusqu'à Marseille lui parut interminable, normalement. Claire aimait ces longues heures de route qui lui permettaient de réfléchir, d'écouter ses podcasts préférés ou simplement de profiter du paysage qui défilait. Mais aujourd'hui, chaque kilomètre ravivait son malaise. Quand elle se gara enfin devant l'immeuble de briques rouges où elle vivait avec sa mère, le soleil commençait déjà à décliner. Elle gravit les 4 étages en traînant les pieds, son trousseau de clés tintant dans la cage d'escalier au mur tagué. « Maman, je suis rentrée !» lança-t-elle en poussant la porte de leur petit appartement. Camille Dubois émergea de la cuisine, un torchon à la main. À 52 ans, elle gardait encore cette beauté naturelle qui avait fait tourner bien des têtes dans sa jeunesse. Malgré les rides de fatigue qui marquaient désormais son visage, ses cheveux châtains, désormais parsemés de fils gris, étaient relevés en un chignon simple, et elle portait sa blouse habituelle de couturière. « Bonsoir, ma chérie. Tu as l'air bizarre. Tout s'est bien passé. » Claire hésita un instant, puis décida de plonger. « Maman, il m'est arrivé un truc complètement dingue aujourd'hui. » Elle raconta sa rencontre avec Amélie. Insistant sur leur ressemblance troublante et sur l'étrangeté de la situation, Camille l'écouta en silence, mais Claire remarqua que ses mains se crispèrent progressivement sur le torchon. « Et puis, le plus bizarre, » continua Claire en levant sa main gauche, « c'est qu'elle portait exactement la même bague que moi. Exactement la même, maman. Comment c'est possible ?» Le torchon tomba des mains de Camille et atterrit sur le carrelage avec un bruit sourd. Son visage avait perdu toute couleur et elle dut s'appuyer contre le mur. « Tu es sûre que c'était la même ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Certaine,
Les mêmes émeraudes, le même or. Tout, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu me caches quelque chose. Camille ferma les yeux et inspira profondément. Pendant 27 ans, elle avait redouté ce moment. Chaque fois que Claire posait des questions sur son père, elle arrivait à détourner la conversation ou à donner des réponses évasives. Mais aujourd'hui, le passé venait de rattraper le présent de la façon la plus cruelle qui soit. « Assieds-toi, ma chérie », murmura-t-elle en se dirigeant vers le petit salon. Claire la suivit, l'estomac noué par l'appréhension. Elle n'avait jamais vu sa mère dans un état pareil. « Il faut que je te raconte quelque chose », commença Camille en se tordant les mains. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, mais j'avais trop peur. » Elle se leva et se dirigea vers une vieille armoire en pin, au fond d'un tiroir. Elle sortit une petite boîte en carton usé qu'elle apporta à Claire. « Ouvre-la. » À l'intérieur. Claire découvrit quelques photos jaunies et une lettre pliée. La première photo la fit sursauter. C'était sa mère, mais 25 ans plus jeune, portant un uniforme de domestique et se tenant devant une immense demeure bourgeoise. « C'était où ça ?» demanda Claire. Même si elle commençait à avoir une petite idée de la réponse, « Neuilly-sur-Seine » répondit Camille d'une voix à peine audible. « Chez les Dufresne. » Le monde de Claire bascula. Les Dufresne, le nom sur l'enveloppe qu'elle avait livrée, le nom de famille d'Amélie. « J'avais 24 ans quand j'ai commencé à travailler pour eux, » continua Camille, les yeux perdus dans ses souvenirs. Monsieur Marc Dufresne dirigeait déjà l'entreprise familiale de transport et logistique. Sa femme Valentine était froide, distante. Ils venèrent de se marier et habiter cette magnifique maison que tu as vue aujourd'hui. Claire examina les photos une à une, sa mère souriante dans un jardin luxuriant, sa mère époussetant des meubles anciens, sa mère dans les bras d'un homme élégant qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est lui », demanda-t-elle en pointant l'homme sur la photo. Camille acquiesça, les larmes aux yeux. « Marc Dufresne, ton père. » Les mots résonnèrent dans la tête de Claire comme un coup de tonnerre. Son père, cet homme riche qu'elle avait imaginé 1000 fois, qu'elle avait détesté pour les avoir abandonnés, qu'elle avait pleuré sans jamais le connaître, vivait dans cette maison où elle venait de faire une livraison. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Camille prit une grande inspiration avant de poursuivre. Valentine était partie 3 mois à Londres pour des affaires. Marc était seul, perdu, et moi, j'étais jeune et naïve. On s'est rapprochés petit à petit. Il était si différent de ce que je connaissais, si cultivé, si attentionné, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai cru qu'il serait heureux. Elle s'arrêta, submergée par l'émotion. Mais Valentine est rentrée de Londres. Marc a paniqué. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas quitter sa femme, que ça détruirait sa réputation, son entreprise. Il m'a donné de l'argent et m'a demandé de disparaître. Il a promis qu'il ne reconnaîtrait jamais l'enfant. Claire sentit la colère monter en elle. Cette histoire classique de bourgeois qui profite de sa bonne et la jette ensuite comme un mouchoir usagé. Et la bague. Camille eut un sourire amer. C'est le seul geste d'amour qu'il ait eu, la veille de mon départ. Il est venu me voir en secret et m'a donné cette bague. Il m'a dit qu'elle était pour toi, pour que tu aies au moins quelque chose de lui. Il l'avait fait faire spécialement, avec des émeraudes de Colombie. Il m'a juré que c'était unique. Claire regardait maintenant son anneau d'un œil nouveau. Cette bague, qu'elle avait toujours considérée comme son trésor le plus précieux, prenait une toute autre signification. Mais alors, pourquoi cette Amélie en a une identique ? Camille secoua la tête, visiblement troublée. « Je ne sais pas, ma chérie. Je ne comprends pas. Marc m'avait assuré qu'il n'y en avait qu'une. » Elles restèrent silencieuses un long moment, chacune perdue dans ses pensées. Puis Claire se leva brusquement. « Il faut que je retourne là-bas. Il faut que je lui parle, à lui et à cette Amélie. »« Non !» s'écria Camille en se levant d'un bond. « Claire, tu ne peux pas, c'est trop dangereux. »« Dangereux, en quoi ?» Camille hésita, puis baissa les yeux. « Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Des choses que j'ai préféré oublier, Valentine Dufresne. Ce n'est pas une femme comme les autres. Elle est capable de tout pour protéger sa position. » Claire fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans le ton de sa mère, une peur profonde qui ne disait pas son nom. « Maman, qu'est-ce que tu me caches encore ?» Mais Camille secoua la tête et retourna vers la cuisine. « Laisse tomber, ma chérie. Tout ça, c'est du passé. Tu as ta vie maintenant, une bonne vie. Ne va pas chercher des ennuis. » Claire la suivit,
mais elle savait déjà qu'elle n'abandonnerait pas. Cette rencontre avec Amélie avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de savoir pourquoi deux femmes qui se ressemblaient, comme des jumelles, portèrent des bagues identiques, et surtout, elle avait besoin de regarder son père dans les yeux. Amélie n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son lit king size au drap de soie, elle fixait le plafond orné de moulures, en repensant sans cesse à cette rencontre troublante. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Claire, cette ressemblance saisissante, et surtout cet anneau qui ne pouvait pas exister. À 7 heures du matin, elle abandonna tout espoir de dormir et se leva. Sa première décision fut claire. Elle avait besoin d'aide professionnelle pour comprendre ce mystère. Et elle connaissait exactement la personne qu'il fallait contacter. Adrien Moreau dirigeait l'une des agences de détectives privées les plus réputées de Paris. Amélie l'avait rencontré 2 ans auparavant lors d'une affaire de succession compliquée, et elle avait été impressionnée par sa discrétion et son efficacité. Si quelqu'un pouvait démêler cette énigme, c'était bien lui. À 9 heures précises, elle composait son numéro. « Cabinet Moreau, bonjour. »« Bonjour, ici Amélie Dufresne. J'aimerais prendre rendez-vous avec Monsieur Moreau dès que possible. C'est urgent. Un instant, s'il vous plaît. Il peut vous recevoir à 11 heures ce matin. Cela vous convient-il ? Parfait, j'y serai. » Le cabinet de détective se trouvait avenue Hoche, dans un immeuble haussmannien discret du 16e arrondissement. Adrien Moreau était un homme de 45 ans, aux cheveux poivre et sel, et aux yeux perçants qui semblaient tout voir. Son bureau, meublé avec goût, respirait la confidentialité et le professionnalisme. « Mademoiselle Dufresne », dit-il en se levant pour l'accueillir. « Que puis-je faire pour vous ?» Amélie s'installa dans le fauteuil en cuir face à son bureau et prit une profonde inspiration. « Monsieur Moreau, il m'est arrivé quelque chose d'étrange hier. Quelque chose qui remet en question tout ce que je croyais savoir sur ma famille. » Elle lui raconta minutieusement sa rencontre avec Claire. Insistant sur leur ressemblance troublante et sur l'existence de cet anneau identique au sien, Adrien l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes précises dans un carnet de cuir. « Vous dites qu'elle s'appelle Claire Dubois et qu'elle travaille pour Marseille Express ?» demanda-t-il quand elle eut terminé. « Exactement, et elle a 27 ans, comme moi. » Adrien se cala dans son fauteuil, l'air pensif. « C'est effectivement troublant. Vous soupçonnez quoi exactement ? » « Je ne sais pas, » avoua Amélie. « Mais cette ressemblance, cet âge identique et surtout cette bague. Mon père m'a toujours dit qu'elle était unique. Il ne peut pas y en avoir deux. Très bien. Je vais commencer par des recherches sur cette Claire Dubois, état civil, antécédents, famille. Ensuite, nous verrons ce que nous pouvons découvrir sur l'origine de ces bagues. Combien de temps cela prendra-t-il ? Donnez-moi 48 heures pour les premières informations. Si c'est aussi mystérieux que vous le pensez, nous irons plus loin. » En quittant le cabinet, Amélie se sentait à la fois soulagée et anxieuse. Soulagée de ne plus être seule face à ce mystère. Anxieuse de ce qu'elle pourrait découvrir, de retour à Neuilly, elle trouva Valentine dans le salon, élégamment installée sur le canapé Louis XVI, feuilletant un magazine de décoration. Sa belle-mère était une femme de 50 ans, toujours impeccablement coiffée et habillée, qui cultivait cette beauté froide et sophistiquée de la haute bourgeoisie parisienne. « Bonjour ma chérie », dit Valentine sans lever les yeux de son magazine. « Tu es sortie bien tôt ce matin. J'avais quelques courses à faire, » répondit évasivement Amélie. « À propos, Marguerite m'a dit qu'il y avait eu une livraison hier, des documents pour ton père. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi Valentine s'intéressait-elle à cette livraison ? Oui, une jeune femme de Marseille, rien d'important. Une jeune femme. Valentine releva enfin la tête, et Amélie crut déceler une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Comment était-elle ? Pourquoi cette question ? Simple curiosité ? On ne reçoit pas souvent de livraison de Marseille. Valentine avait repris son air détaché. Mais Amélie n'était pas dupe. Il y avait quelque chose dans son attitude qui ne collait pas. Le soir venu, quand Marc rentra du bureau, Amélie décida de sonder le terrain. Elle attendit qu'il soit seul dans son bureau, une pièce lambrissée où trônaient les portraits de plusieurs générations de Dufresne. « Papa, j'aimerais te poser une question sur ma bague. » Marc leva les yeux de ses dossiers, à 55 ans. Il conservait cette prestance naturelle des dirigeants d'entreprise,
Mais Amélie remarqua qu'il paraissait fatigué ces derniers temps. « Ta bague, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu m'as toujours dit qu'elle était unique, qu'il n'en existait pas d'autre. C'est exact. » Pourquoi ? Amélie hésita, puis décida de mentir par omission. « J'ai vu une bague similaire dans une bijouterie aujourd'hui. Ça m'a troublée. » Marc fronça les sourcils. « Similaire comment ? » ?»« Très similaire, avec des émeraudes colombiennes et le même type de monture. »« C'est impossible, » dit Marc d'un ton catégorique. « J'ai fait faire cette bague spécialement pour toi chez Boucheron. Le design est exclusif, et les émeraudes viennent d'un lot particulier que j'avais acheté il y a des années. Le bijoutier m'a garanti qu'il n'y en aurait jamais d'autres. Tu en es absolument certain. Absolument. Cette bague représente tout l'amour que j'ai pour toi, ma chérie. Elle est aussi unique que tu l'es pour moi. » Marc se leva et vint embrasser le front de sa fille. Mais Amélie remarqua qu'il évitait son regard. Y avait-il quelque chose qu'il ne lui disait pas ? Cette nuit-là, allongée dans son lit, Amélie réfléchissait aux réactions de Valentine et de son père. Tous deux semblaient en troublés par l'évocation de cette livraison et de cette bague similaire, comme s'ils en savaient plus qu'ils ne voulèrent bien l'admettre. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était Adrien Moreau. « Mademoiselle Dufresne, j'ai quelques informations intéressantes. Pouvez-vous passer à mon bureau ?» 1 heure plus tard, Amélie était de nouveau assise face au détective, le cœur battant. « Alors ?» demanda-t-elle. « Claire Dubois existe bien, 27 ans, née le 15 octobre 1997 à Marseille. Mais voici ce qui est intéressant. Vous êtes nés le même jour, à la même heure, dans des villes différentes. » Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le même jour, à la même heure. Exactement, Claire Dubois est née à 3h42 du matin, à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes née à 3h45 à la clinique Sainte-Isabelle à Lyon. Lyon, mais je croyais être née à Paris. Apparemment non. Et ce n'est pas tout. J'ai retrouvé la mère de Claire, Camille Dubois, 52 ans, couturière, ancienne employée domestique. Adrien marqua une pause significative. Ancienne employée domestique chez qui ? Chez vos parents ? Elle a travaillé pour la famille Dufresne pendant 2 ans, de 1996 à 1998. Le bureau sembla tourner autour d'Amélie. Cette révélation dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Claire n'était pas une inconnue. Leur mère se connaissait. Leur vie était liée depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'avait pensé. « Il y a autre chose, » continua Adrien. « Les registres de naissance de Claire sont étranges, père inconnu, mais j'ai trouvé des traces de versements réguliers sur le compte de sa mère pendant plusieurs années, des virements en provenance d'une société offshore liée au groupe Dufresne. Mon père payait la mère de Claire. Ça en a tout l'air. Reste à savoir pourquoi. » Amélie se leva brusquement, submergée par les émotions. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur sa naissance, sur son identité, s'effritait comme un château de cartes. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Nous avons 2 options, » répondit Adrien. « Soit nous arrêtons là et vous essayez d'oublier tout ça, soit nous creusons plus profond. Mais je vous préviens, vous risquez de découvrir des vérités que vous préféreriez ne pas connaître. » Amélie regarda par la fenêtre les toits de Paris qui s'étendaient à l'infini. Sa vie privilégiée, sa famille parfaite, ses certitudes. Tout cela n'était peut-être qu'une façade. « Continuez, » dit-elle d'une voix ferme. « Je veux savoir la vérité, toute la vérité. » Automne 1996, Neuilly-sur-Seine, la jeune Camille Dubois, 24 ans, poussait la grille en fer forgé de la propriété Dufresne, avec l'appréhension mêlée d'excitation de qui découvre un nouveau monde, cette magnifique demeure de Neuilly-sur-Seine, avec ses 3 étages de pierre blanche et ses jardins à la française, représentait tout ce dont elle avait rêvé dans son petit appartement de banlieue. « Vous devez être Camille », dit une femme grande et mince qui l'attendait sur le perron. Valentine Dufresne, 28 ans, était d'une beauté glaciale avec ses cheveux blonds tirés en chignon strict et son tailleur Chanel impeccable. « Je suis Madame Dufresne. Entrez. Je vais vous faire visiter. » L'intérieur de la maison coupa le souffle à Camille. Les meubles anciens, les tableaux de maître, les tapis persans, tout respirait un luxe discret mais écrasant. Valentine la guida à travers les pièces d'un pas sec, énumérant ses tâches d'une voix neutre et professionnelle. « Vous vous occuperez du ménage quotidien, du repassage et de servir les repas quand nous recevons
Mon mari travaille beaucoup, vous le verrez peu, moi, je sors souvent, nous attendons de vous discrétion et efficacité, Camille acquiesçait. Intimidée par cette femme qui semblait la jauger en permanence, elle ne savait pas encore qu'elle venait d'entrer dans un foyer où l'amour s'était depuis longtemps refroidi, où les époux menaient des vies parallèles sous un vernis de respectabilité bourgeoise. Marc Dufresne était différent de ce qu'elle avait imaginé. Quand elle le croisa pour la première fois dans son bureau, il leva les yeux de ses dossiers et lui sourit avec une chaleur qui contrastait singulièrement avec la froideur de sa femme. « Vous devez être Camille. Ma femme m'a dit beaucoup de bien de vous. Il était beau homme, dans la quarantaine, avec cette prestance naturelle des hommes habitués à diriger. Mais ce qui frappa Camille, c'était la mélancolie qui voilait parfois son regard, comme s'il portait un poids invisible. Les premières semaines s'écoulèrent dans une routine bien réglée. Camille s'acquittait de ses tâches avec conscienciosité, apprenant peu à peu les habitudes de cette famille, où les silences pesaient plus lourds que les mots. Valentine passait ses journées en rendez-vous mondains, déjeuners de charité et séances de shopping, rentrant le soir avec cette expression perpétuellement ennuyée de qui trouve la vie insuffisamment stimulante. Tout changea en février 1997, quand Valentine annonça son départ pour Londres, 3 mois, dit-elle à Marc en pliant méticuleusement ses vêtements dans ses valises Louis Vuitton. Le temps de finaliser ce contrat avec les galeries britanniques, tu te débrouilleras bien sans moi, j'imagine. Il y avait dans sa voix une pointe d'amertume. Comme si elle savait déjà que son absence ne lui pèserait pas tant que ça, Marc se contenta d'acquiescer, mais Camille remarqua le soulagement qui traversa fugacement son visage. Les premiers jours après le départ de Valentine, l'atmosphère de la maison changea du tout au tout. Marc commença à prendre ses repas à la cuisine plutôt que dans la salle à manger, engageant la conversation avec Camille au lieu de manger en silence. Il lui posait des questions sur sa vie, sa famille, ses rêves, avec une curiosité genuine qui la touchait. « Vous ne vous ennuyez pas, ici ?» lui demanda-t-il un soir en la regardant débarrasser la table. « Oh non, monsieur, c'est un privilège de travailler dans une si belle maison. Appelez-moi Marc, » dit-il avec un sourire. « Et arrêtez de me vouvoyer quand nous sommes seuls. Ça me vieillit. » Camille rougit. Il y avait dans cette demande une intimité nouvelle qui la troublait. Les semaines passèrent, et leurs conversations s'approfondirent. Marc lui parlait de l'entreprise familiale qu'il dirigeait sans passion véritable, de ce mariage arrangé qui l'étouffait, de ses rêves de jeunesse qu'il avait peu à peu abandonnés. Camille découvrait un homme sensible, prisonnier de ses obligations sociales et familiales. Un soir de mars, alors qu'elle lui servait son dîner, leurs mains se frôlèrent. L'électricité qui passa entre eux fut impossible à ignorer. Marc retint sa main quelques secondes de trop, et quand leurs regards se croisèrent, ils surent tous les deux que quelque chose d'irréversible venait de se produire. « Camille », murmura-t-il. « Je sais », chuchota-t-elle. Leur histoire d'amour fut d'une intensité qui les surprit tous les deux. Marc redécouvrait ce que signifiait aimer, et être aimé pour ce qu'on était vraiment, pas pour son nom ou sa fortune. Camille s'épanouissait sous ses attentions, découvrant un monde de culture et de raffinement qu'elle n'avait jamais soupçonné. Ils se retrouvaient en secret dans le bureau de Marc après le service, dans le jardin d'hiver quand la pluie tambourinait sur les verrières, parfois même dans la chambre d'amis quand la passion était plus forte que la prudence. Marc lui offrait des livres, l'emmenait visiter des expositions le dimanche, lui apprenait à apprécier la musique classique. « Je n'ai jamais été aussi heureux », lui avoua-t-il un soir en la serrant contre lui. « Avec toi, je redeviens moi-même. » Camille aurait voulu que ces moments durent éternellement, mais au fond d'elle-même, elle savait que Valentine finirait par rentrer et que leur bonheur avait une date d'expiration. Cette date arriva en mai, quand elle découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle plongea Marc dans un état de panique qu'elle ne lui avait jamais vu. Il faisait les 100 pas dans son bureau, se passant nerveusement la main dans les cheveux. « Mon Dieu, Camille, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut partir ?» dit-elle avec un espoir fou. Loin d'ici, recommencer une nouvelle vie. Marc s'arrêta net et la regarda avec une expression douloureuse. « Tu ne comprends pas, je ne peux pas tout quitter. L'entreprise, ma famille, ma réputation. Si ça se sait, c'est la ruine sociale et Valentine va rentrer dans 2 semaines. » « Alors qu'est-ce que tu me proposes ?» demanda Camille, sentant déjà son monde s'effondrer. Marc ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était brisée. « Il faut que tu partes. Je vais t'aider financièrement, bien sûr. Tu ne manqueras de rien, ni toi ni l'enfant.
mais je ne peux pas le reconnaître officiellement. Camille sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. L'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait promis qu'avec elle il redevenait lui-même, redevenait le bourgeois lâche qu'il avait toujours été. La veille de son départ, Marc vint la trouver dans sa chambre de service. Il tenait dans ses mains un petit écrin de velours noir. « C'est pour l'enfant, dit-il, les larmes aux yeux, pour qu'il ait au moins quelque chose de moi. » À l'intérieur de l'écrin brillait une bague d'une beauté saisissante, des émeraudes colombiennes serties dans l'or blanc, d'un design sophistiqué et intemporel. « Je l'ai fait faire spécialement, » expliqua-t-il. « Les émeraudes viennent d'un lot que j'avais acheté en Colombie il y a des années. Le bijoutier m'a assuré qu'elle était unique au monde. » Camille prit la bague avec des mains tremblantes. C'était le cadeau d'adieu le plus beau et le plus cruel qu'on puisse imaginer. « Je vous ai aimé, Camille. Plus que tout. N'oubliez jamais ça. Et moi donc, » murmura-t-elle à travers ses larmes. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Valentine était rentrée plus tôt de Londres et avait tout découvert, cachée dans l'ombre du couloir. Elle avait assisté à cette scène d'adieu, et sa rage froide était déjà en train de concevoir une vengeance qui dépasserait leur pire cauchemar. Quelques jours après le départ de Camille, Valentine fit appel à ses contacts dans le milieu de la joaillerie. Elle retrouva le bijoutier qui avait créé la bague de Marc et lui commanda une copie exacte, payant le triple du prix normal pour sa discrétion absolue. « 2 bagues identiques, » murmura-t-elle en examinant le résultat. « Pour 2 destins que je vais séparer à jamais. » Car Valentine avait découvert autre chose que cette liaison. Camille était enceinte de jumeaux. Adrien Moreau raccrocha son téléphone et se tourna vers les dossiers étalés sur son bureau. Cela faisait 3 jours qu'il enquêtait sur l'affaire Dufresne. Et plus il creusait, plus les zones d'ombre s'épaississaient, les registres de naissance, les virements bancaires, les témoignages contradictoires. Tout semblait avoir été soigneusement orchestré pour cacher la vérité. Son contact à la clinique Sainte-Isabelle de Lyon venait de lui confirmer ses soupçons. Les archives concernant la naissance d'Amélie Dufresne présentaient des anomalies troublantes, des corrections à l'encre différentes, des tampons apposés a posteriori, des signatures qui ne correspondaient pas aux médecins officiellement de garde cette nuit-là. « Quelqu'un a falsifié ces documents », marmonna-t-il en ajustant ses lunettes de lecture. Il composa le numéro d'Amélie. « Mademoiselle Dufresne, pouvez-vous me retrouver à mon bureau dans l'heure ? J'ai du nouveau. Et ce n'est pas le genre de conversation qu'on a au téléphone. » Pendant ce temps, à Marseille, Claire fixait le plafond de sa chambre depuis des heures. Les révélations de sa mère l'avaient empêchée de dormir. Et 1000 questions se bousculaient en sa tête. Cette Amélie qui lui ressemblait tant, cette bague identique, cette histoire d'amour cachée entre sa mère et Marc Dufresne. Tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle se leva et enfila un jean et un pull. Il était temps d'avoir une vraie conversation avec Camille, sans faux fuyant ni secret. Elle trouva sa mère dans la cuisine, occupée à repriser une robe pour une cliente. Ses mains tremblaient légèrement, et Claire remarqua les cernes sous ses yeux. « Maman, il faut qu'on parle. Vraiment cette fois. » Camille leva les yeux de son ouvrage et soupira. « Ma chérie, je t'ai dit tout ce que je pouvais hier soir. »« Non, tu ne m'as pas tout dit. » »« Je le sens. Il y a quelque chose que tu me caches encore. » Claire s'assit en face de sa mère et prit ses mains dans les siennes. « Cette Valentine dont tu m'as parlé, qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement et pourquoi as-tu si peur d'elle ?» Camille ferma les yeux et sembla se battre contre ses démons intérieurs. Puis, d'une voix à peine audible, elle commença à parler. « Quand je suis arrivée à Marseille, j'étais enceinte de 6 mois. Je pensais que le plus dur était derrière moi. Mais 3 semaines après mon installation, Valentine a débarqué. » Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle a trouvé mon adresse je ne sais comment. Elle est arrivée un matin avec son chauffeur et sa voiture de luxe, comme une reine qui visite ses sujets. Elle m'a proposé d'entrer, mais j'ai bien vu que ce n'était pas vraiment une proposition. Camille s'arrêta. Revivant visiblement cette scène traumatisante, qu'est-ce qu'elle voulait ? Au début, j'ai cru qu'elle venait me menacer, me dire de ne jamais revenir, ce genre de choses. Mais non. Elle m'a dit qu'elle savait que j'attendais des jumeaux. Claire sursauta. Des jumeaux, mais les médecins me l'avaient confirmé quelques semaines plus tôt. 2 filles. J'étais terrorisée à l'idée d'élever 2 enfants toute seule, mais en même temps si heureuse.
Les larmes commençaient à couler sur les joues de Camille. Valentine m'a dit qu'elle avait une proposition à me faire. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et Marc voulait désespérément un héritier. Elle était prête à prendre une des jumelles et à l'élever comme sa propre fille. Claire sentit le monde vaciller autour d'elle. Elle voulait acheter un de tes enfants. Elle ne l'a pas formulé comme ça. Bien sûr, elle m'a dit que c'était la solution parfaite. Une des filles grandirait dans le luxe et recevrait la meilleure éducation possible, tandis que l'autre resterait avec moi. Elle m'a proposé une somme énorme, plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Et tu as accepté ? Claire n'arrivait pas à y croire. Non, j'ai refusé catégoriquement. C'est là que Valentine a montré son vrai visage. Camille se leva et alla chercher une enveloppe cachée dans un tiroir de la cuisine. Elle en sortit plusieurs papiers qu'elle étala sur la table. Elle m'a montré ça, des faux documents qui prouvaient soi-disant que j'avais fait chanter Marc, que j'avais volé de l'argent dans la maison, que j'avais tenté d'extorquer la famille. Tout était faux. Mais c'était si bien fait que n'importe quel juge y aurait cru. Claire examina les documents. Ils semblaient authentiques, avec des en-têtes officielles et des signatures qui ressemblaient à celles de sa mère. Elle m'a dit que si je ne coopérais pas, elle porterait plainte contre moi, j'irais en prison, et mes filles seraient inplacées. Elle récupérerait les deux de toute façon, mais dans ces conditions-là, elle ne connaîtrait jamais la vérité sur leur origine. Mon Dieu, maman. J'étais jeune, seule, terrifiée. Je ne connaissais personne à Marseille. Je n'avais pas d'argent pour un avocat. Valentine le savait parfaitement. Camille s'effondra sur sa chaise, épuisée par ses révélations. Alors j'ai accepté. Elle m'a emmenée dans une clinique privée à Lyon, un endroit discret où elle avait acheté tout le personnel. Quand vous êtes née, elle a choisi Amélie, la première à naître, et me l'a prise des bras. Elle m'a dit que c'était la plus belle, la plus digne de porter le nom du Fresne. Claire avait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Et Marc, il était au courant. Non. Valentine lui a dit qu'elle avait adopté un bébé par impulse maternel, une orpheline trouvée dans une association caritative. Marc était si rongé par la culpabilité de m'avoir abandonné qu'il n'a pas posé de questions. Il était même soulagé d'avoir une fille à chérir. Mais les bagues. Comment Valentine savait-elle à quoi ressemblait celle que Marc t'avait donnée ? Camille eut un sourire amer. Elle nous espionnait depuis des semaines avant de partir pour Londres. Elle savait tout de notre relation. Quand Marc m'a donné la bague, elle était cachée dans le couloir. Le lendemain de mon départ, elle est allée voir le même bijoutier et lui a commandé une copie exacte. Pourquoi faire 2 bagues identiques ? Pour que si un jour la vérité éclatait, elle puisse prétendre qu'elle avait toujours su l'existence des 2 enfants, comme une preuve de sa générosité d'avoir permis aux 2 sœurs d'avoir un souvenir de leur père. Claire se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans la petite cuisine. « Il faut qu'Amélie sache la vérité. Il faut qu'elle sache qu'elle a une sœur jumelle. »« Non !» s'écria Camille. « Claire, tu ne comprends pas. Valentine m'a menacée pendant des années. Elle m'a dit que si je parlais un jour, elle m'accuserait de kidnapping, de chantage, de tout ce qu'elle voudrait. Elle a les moyens de me détruire. Mais maman, c'était il y a 27 ans. Elle ne peut plus rien contre toi maintenant. Tu crois ça ? » Camille sortit une autre enveloppe de son tiroir. « Elle m'envoie une carte postale tous les ans pour l'anniversaire de votre naissance. » Juste pour me rappeler qu'elle m'observe toujours. Claire prit la dernière carte datée de quelques mois plus tôt, une simple image de Paris avec, au dos, écrit d'une écriture élégante « J'espère que vous allez bien, vous et votre fille, avec toute mon affection. V, c'est du harcèlement. C'est de la prudence. Valentine Dufresne n'est pas une femme qu'on défie impunément. » Mais Claire n'écoutait plus. Sa décision était prise. Elle monta dans sa chambre et commença à fouiller dans ses affaires, jusqu'à trouver la carte de visite qu'Amélie avait laissée la veille. À Paris, Amélie sortait du bureau d'Adrien Moreau avec la tête qui tournait. Les révélations du détective confirmèrent ses pires soupçons. Sa naissance était entourée de mystères. Les documents officiels avaient été falsifiés et sa famille lui cachait des secrets depuis 27 ans. Son téléphone sonna au moment où elle montait dans sa voiture. « Allô ? Bonjour, c'est Claire. Claire Dubois. On s'est rencontrés hier. » Le cœur d'Amélie fit un bond. « Claire, je pensais justement à vous appeler. Il faut qu'on se parle. En personne, j'ai des choses à vous dire sur nos familles, des choses importantes. Je suis d'accord. Où voulez-vous qu'on se retrouve ? Pouvez-vous venir à Marseille ? Je ne peux pas quitter ma mère en ce moment. » Amélie regarda sa montre. Il était 15 heures. « Je prends la route maintenant.
Je peux être chez vous vers 21h. D'accord. Claire lui donna son adresse. Amélie, préparez-vous à entendre des choses difficiles. Je suis prête, mentit Amélie, mais en raccrochant, elle savait qu'aucune préparation ne pourrait l'aider à affronter ce qui l'attendait. Valentine Dufresne raccrocha le téléphone de son bureau avec un sourire glacial. Son contact chez le détective privé venait de la prévenir. Amélie avait engagé Adrien Moreau pour enquêter sur une certaine Claire Dubois. La nouvelle qu'elle redoutait depuis 27 ans était enfin arrivée. Elle se dirigea vers le petit coffre-fort dissimulé derrière un tableau dans sa chambre et en sortit un dossier épais marqué « Assurance » à l'intérieur. Soigneusement classé, se trouvaient tous les faux documents qu'elle avait fait fabriquer concernant Camille, ainsi que les photos compromettantes, les enregistrements, et surtout cette confession signée de la main tremblante de Camille sous la menace. « 27 ans que je me prépare à ce moment », murmura-t-elle en feuilletant les papiers. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Maître Delacroix, Valentine Dufresne à l'appareil, j'ai besoin de vous voir en urgence. Oui, aujourd'hui même. Il s'agit de cette affaire dont nous avions parlé il y a des années, celle qui concerne l'extorsion. » Pendant ce temps, sur l'autoroute du Soleil, Amélie roulait vers Marseille, avec un mélange d'appréhension et de détermination. Les révélations d'Adrien résonnaient encore dans sa tête. Des naissances simultanées, des documents falsifiés, une ancienne employée domestique qui avait mystérieusement disparu de leur vie. Son téléphone main libre sonna. C'était Adrien. « Amélie, où êtes-vous ? Sur la route de Marseille. Claire Dubois veut me parler. Soyez prudente. J'ai creusé encore plus profond et j'ai découvert des choses inquiétantes. Il y a eu des pressions exercées sur plusieurs témoins potentiels à l'époque, des gens qui ont subitement changé de version ou qui ont quitté la région. Quel genre de pression ? Le genre qui laisse des traces dans les commissariats, chantage, menaces, corruption. Quelqu'un a déployé beaucoup d'énergie et d'argent pour que cette histoire reste enterrée. Amélie sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. « Vous pensez que ma famille est impliquée ? Je pense qu'il faut faire très attention. Ne révélez rien à personne pour l'instant. Et surtout, gardez votre téléphone allumé. Je veux pouvoir vous joindre à tout moment. » À Neuilly, Valentine préparait méticuleusement sa contre-attaque. Elle savait qu'Amélie était en route vers Marseille. Un autre de ses contacts l'avait informé que la jeune femme avait fait le plein d'essence sur l'autoroute. Il était temps de devancer les révélations de Camille. Elle appela Marc à son bureau. « Chérie, il faut que tu rentres immédiatement. Nous avons un problème avec Amélie. Que se passe-t-il ? Elle a engagé un détective privé pour fouiller dans notre passé. Je crois qu'elle a découvert certaines choses sur ses origines. » Le silence qui suivit fut éloquent. « Marc, tu es là. J'arrive, » dit-il d'une voix blanche. 1 heure plus tard, Marc faisait irruption dans le salon où Valentine l'attendait. Un verre de whisky à la main. Il était livide. « Qu'est-ce que tu sais exactement ?» demanda-t-il sans préambule. « Je sais qu'Amélie a retrouvé la fille de Camille Dubois, et je sais qu'elle va découvrir la vérité si nous n'agissons pas rapidement. » Marc s'effondra dans un fauteuil. « Mon Dieu, Valentine, après toutes ces années de quoi ? Marc, de mensonges. C'est toi qui as couché avec cette domestique. C'est toi qui l'as mise enceinte. Moi, je n'ai fait que réparer tes erreurs. » En séparant des jumelles, en mentant à notre fille, en terrorisant une femme innocente. Valentine le regarda avec un mépris glacial. Une femme innocente, cette Camille savait très bien dans quoi elle s'engageait en couchant avec un homme marié. Et quant aux jumelles, j'ai sauvé Amélie d'une vie de médiocrité. Regarde ce qu'elle est devenue grâce à moi. Grâce à toi, tu l'as privée de sa vraie famille. Tu m'as privée de ma fille, de tes filles, corrigea Valentine avec un sourire cruel. Car tu en as 2, ne l'oublie pas, 2 filles que tu as abandonnées pour sauver ta précieuse réputation. Marc se prit la tête entre les mains. Comment Amélie a-t-elle découvert l'existence de Claire ? Apparemment, cette idiote de Claire travaille comme livreur et est venue ici hier. Elles se sont rencontrées et ont remarqué leurs bagues identiques. Les bagues, mon Dieu, Valentine, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pensé à tout, comme d'habitude. J'ai fait faire une copie parfaite de ta bague sentimentale. Si la vérité éclatait un jour, je pourrais prétendre que j'étais au courant depuis le début et que j'avais généreusement permis aux 2 sœurs d'avoir un souvenir de leur père. Marc la dévisagea avec horreur. Tu es complètement folle. Tu as orchestré tout ça depuis le début. J'ai protégé notre famille.
Notre position sociale, notre mariage. Notre mariage. Marc éclata d'un rire amer. Quel mariage, Valentine? Nous n'avons jamais été qu'un arrangement de convenance. Tu n'as jamais voulu d'enfant. Tu n'as jamais voulu de moi vraiment. Tu voulais juste le nom, le statut, l'argent. Valentine se leva, ses yeux lançant des éclairs. Et c'est exactement ce que j'ai eu, et ce que je compte garder. Alors écoute-moi bien. Marc, Amélie va découvrir des choses désagréables sur ses origines. Quand elle reviendra, nous lui expliquerons que nous avons toujours su qu'elle était adoptée, que nous avons voulu lui épargner la vérité sur sa mère biologique. Quelle vérité? Valentine sortit le dossier qu'elle avait préparé et l'étala sur la table basse. Que Camille Dubois était une femme instable qui a tenté de nous extorquer de l'argent, que nous avons été obligés de lui donner une de ses filles pour qu'elle nous laisse tranquilles, que nous avons élevé Amélie pour la sauver de cette folle. Marc examina les documents avec dégoût. Ce sont des faux. Prouve-le. J'ai payé très cher pour qu'il soit parfait. Et j'ai la confession signée de Camille qui reconnaît ses tentatives de chantage. Une confession obtenue sous la menace. Une confession qu'aucun tribunal ne remettra en question. Marc, réfléchis. Si cette histoire éclate, nous perdons tout. Toi, tu es l'homme qui a couché avec sa domestique et abandonné ses enfants. Moi, je suis la femme généreuse qui a sauvé une petite fille de sa mère déséquilibrée. Qui veux-tu que l'opinion publique plaigne? Marc se leva et se dirigea vers le bar pour se servir un whisky. Ses mains tremblaient. Et si Amélie ne nous croit pas, elle nous croira, parce que sinon je détruis la vie de sa sœur et de Camille. J'ai des contacts dans la police, dans la justice, dans les médias. Je peux faire de leur existence un enfer. Tu es un monstre. Valentine, je suis une survivante. Et grâce à moi, Amélie a eu la vie qu'elle méritait. Une vie de luxe, d'éducation, de raffinement. Aurais-tu préféré qu'elle grandisse dans une HLM de Marseille avec une mère célibataire? À cet instant, le téléphone de Marc sonna. C'était Amélie. « Papa, je suis arrivée à Marseille. Il faut qu'on parle quand je rentrerai. J'ai découvert des choses sur ma naissance. » Valentine fit signe à Marc de mettre le haut-parleur. « Qu'est-ce que tu as découvert, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix qu'il essayait de maîtriser. « Je préfère t'en parler en face à face. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler de Camille Dubois ?» Marc et Valentine échangèrent un regard. Le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. « Oui, » dit Marc après une hésitation. « C'était une ancienne employée. Pourquoi ? Parce que je crois qu'elle est à ma vraie mère et que j'ai une sœur jumelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Valentine prit le téléphone des mains de Marc. « Amélie, ma chérie, rentre immédiatement. Il y a effectivement des choses qu'il faut que tu saches, des choses difficiles. » Quel genre de choses ? Le genre de choses qui expliquent pourquoi nous avons préféré t'épargner la vérité jusqu'à maintenant. Cette Camille Dubois, ce n'est pas la femme que tu crois. L'appartement de Camille et Claire était plongé dans un silence tendu quand Amélie frappa à la porte. Il était 21h passées, et la fatigue du voyage se lisait sur son visage élégant. Quand Claire ouvrit, les deux femmes se retrouvèrent face à face dans la lumière crue du couloir, et l'évidence de leur ressemblance frappa de nouveau comme une gifle. « Entrez !» dit simplement Claire. Amélie découvrit un petit appartement propre mais modeste. Aux antipodes du luxe dans lequel elle avait grandi, Camille se tenait debout près de la fenêtre, visiblement nerveuse, se tordant les mains avec cette anxiété que seules les mères connaissent quand elles s'apprêtent à révéler des secrets qui peuvent détruire des vies. « Madame Dubois, » dit Amélie d'une voix douce, « Claire m'a dit que vous me connaissiez. » Camille se tourna vers elle, et ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Voir cette jeune femme élégante, cette version raffinée de sa Claire, était plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. « Je vous connaissais avant même votre naissance, » murmura-t-elle. Les trois femmes s'installèrent autour de la petite table de la cuisine. Claire prit la main de sa mère pour l'encourager, tandis qu'Amélie sortait discrètement son téléphone pour enregistrer la conversation, une habitude qu'Adrien lui avait enseignée. Camille raconta tout, l'amour avec Marc, la grossesse gémellaire, le chantage de Valentine, la séparation forcée des jumelles, les années de silence imposées par la peur. Sa voix se brisait parfois, mais elle continua jusqu'au bout, libérant enfin un secret qui l'étouffait depuis 27 ans. Quand elle eut terminé, Amélie était livide. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sa famille, son identité, venait de s'effondrer.
Vous êtes en train de me dire que Valentine n'est pas ma mère, que j'ai été achetée, pas achetée, corrigea Camille. Volée! Valentine savait parfaitement que Marc ignorait l'existence de jumelles. Elle lui a fait croire qu'elle adoptait une orpheline par générosité. Claire regardait Amélie avec une émotion qu'elle n'arrivait pas à définir. Cette sœur inconnue représentait la vie qu'elle aurait pu avoir, mais aussi la preuve que sa propre existence n'avait été qu'un accident, un reste dont Valentine n'avait pas voulu. Et mon père, Marc, il ne sait rien. Il sait qu'il a eu une liaison avec moi et qu'il y a eu un enfant, mais il croit que cet enfant, c'est vous. Il ne sait pas que vous êtes deux. Amélie se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans la petite cuisine. Il faut qu'on en ait la preuve, des preuves irréfutables. Quelle preuve ? Demanda Claire. Un test ADN, pour confirmer que nous sommes bien sœurs, et que Marc est notre père biologique. Camille secoua la tête avec véhémence. Non. Si Valentine découvre que vous faites des tests, elle va tout détruire. Elle a les moyens de nous faire du mal, de nous salir, de nous détruire. Maman a raison, intervint Claire. Cette femme est dangereuse. Mais Amélie était déterminée. Justement, c'est pour ça qu'il nous faut des preuves en béton. Sans ça, ce ne sera que votre parole contre la sienne. Et qui va croire une domestique contre Valentine Dufresne ? Elle sortit son téléphone et appela Adrien. Et « Monsieur Moreau, c'est Amélie. Je suis avec Claire et sa mère. Nous avons besoin d'un test ADN en urgence, dans la plus grande discrétion. Je connais un laboratoire privé très discret. Ils peuvent faire des analyses express en 24 heures, mais ça va coûter cher. L'argent n'est pas un problème. Organisez ça pour demain matin. » Quand elle raccrocha, Claire la regardait avec admiration. « Vous n'avez peur de rien, hein ? » ?»« J'ai peur, » avoua Amélie. « Mais j'ai encore plus peur de vivre dans le mensonge toute ma vie. » Le lendemain matin, dans un laboratoire médical discret du 15e arrondissement, Amélie et Claire firent prélever leur ADN. L'attente allait être longue. Mais Adrien avait négocié des résultats pour le soir même. « Et maintenant ?» demanda Claire en sortant du laboratoire. « Maintenant, je vous apprends à être une Dufresne, » dit Amélie avec un sourire complice. Elles passèrent l'après-midi ensemble, et pour la première fois, elles purent vraiment faire connaissance. Amélie enseigna à Claire les codes de la haute société. Comment se tenir à table, comment parler aux domestiques, comment porter une robe de soirée. En retour, Claire lui montra ce qu'était la vraie vie, comment réparer un moteur, comment négocier avec des clients difficiles, comment survivre avec un budget serré. « Vous savez, » dit Claire en essayant maladroitement de marcher avec des talons hauts, « je ne suis pas sûre d'avoir envie de votre monde. Et moi, je commence à me demander si le mien en vaut vraiment la peine. » répondit Amélie en regardant Claire conduire son camion avec une aisance qu'elle lui enviait. À 18h, le téléphone d'Adrien sonna. « Les résultats sont arrivés, » annonça-t-il. « Vous feriez mieux de vous asseoir. » Amélie et Claire se tenaient par la main dans le bureau du détective. Camille assise en face d'eux, le visage tendu par l'angoisse. « Alors ?» demanda Amélie. Adrien ouvrit le dossier et ajusta ses lunettes. Amélie Dufresne et Claire Dubois sont sœurs jumelles monozygotes, compatibilité génétique 99,99%, il n'y a aucun doute possible. Les deux jeunes femmes se regardèrent, et malgré toutes les révélations des derniers jours, cette confirmation scientifique les bouleversa, elles étaient vraiment sœurs. Et concernant la paternité, demanda Camille d'une voix tremblante, j'ai réussi à obtenir discrètement un échantillon de Marc Dufresne, un verre qu'il avait utilisé dans un restaurant où je l'ai suivi. Adrien tourna la page. Marc Dufresne est le père biologique d'Amélie et Claire. Probabilité de paternité 99,97%. Camille fondit en larmes. Après 27 ans, la vérité était enfin établie officiellement. Il y a autre chose, continua Adrien. Mes recherches sur la clinique de Lyon ont porté leurs fruits. J'ai retrouvé une ancienne sage-femme qui était de garde la nuit de votre naissance. Elle a accepté de témoigner en échange d'une somme d'argent. Il sortit un enregistrement audio. Elle confirme que Valentine Dufresne était présente cette nuit-là, qu'elle a donné des ordres très précis concernant la séparation des bébés, et qu'elle a payé tout le personnel pour falsifier les registres. « Nous la tenons », murmura Amélie. « Pas encore », tempéra Adrien. Valentine Dufresne a eu 27 ans pour se préparer à cette éventualité. Elle a sûrement prévu une contre-attaque. Comme pour confirmer ses craintes, le téléphone d'Amélie sonna. C'était Valentine.
Ma chérie, où es-tu? Ton père et moi sommes morts d'inquiétude. Je rentre ce soir, répondit Amélie, en évitant de mentionner où elle se trouvait. Parfait, nous avons beaucoup de choses à nous dire. J'ai préparé tous les documents concernant ton adoption. Il est temps que tu connaisses la véritable histoire de tes origines. Amélie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Valentine savait. Elle avait toujours su que ce moment viendrait. Quel document? Tu verras, mais prépare-toi, ma chérie. La vérité sur Camille Dubois est plus sombre que tu ne l'imagines. Quand Valentine raccrocha, Amélie regarda ses nouveaux alliés. Elle sait qu'on sait. Et elle se prépare à attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Claire. Amélie réfléchit un instant. Puis ses yeux brillèrent d'une détermination nouvelle. On va jouer le jeu jusqu'au bout, mais cette fois, nous avons les vraies preuves et nous allons les révéler au grand jour. Devant témoins, là où Valentine ne pourra plus mentir. Comment? Le gala de bienfaisance du Fresne a lieu dans 3 jours au hôtel de Crillon, 500 invités de la haute société parisienne. Si nous révélons la vérité là-bas, devant tout le monde, Valentine ne pourra plus l'étouffer. Claire regarda sa sœur avec un mélange d'admiration et de terreur. Vous voulez transformer un gala de charité en tribunal public? Exactement, sourit Amélie. Et vous allez être ma co-vedette. Le retour d'Amélie à Neuilly se fit dans un silence pesant. Elle avait passé le voyage à réfléchir à la stratégie qu'elle et Claire avaient élaborée avec Adrien. Dans 3 jours, lors du gala annuel de la Fondation du Fresne, elle révélerait la vérité devant le gratin parisien, mais d'abord, elle devait affronter Valentine et découvrir quelle carte sa belle-mère comptait jouer. Quand elle poussa la porte de la maison familiale, Valentine et Marc l'attendirent dans le salon. L'atmosphère était électrique. Marc semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours, ses traits tirés trahissant une angoisse profonde. Valentine, elle, arborait ce masque de sérénité glaciale qu'elle maîtrisait à la perfection. « Assois-toi, ma chérie », dit Valentine en désignant le fauteuil en face d'elle. « Nous avons effectivement beaucoup de choses à te dire. » Sur la table basse était étalé un dossier impressionnant. Documents officiels, photos, lettres. Valentine avait sorti l'artillerie lourde. « Tout d'abord, » commença-t-elle, « il faut que tu saches que nous t'avons toujours aimé comme notre propre fille. Mais il est vrai que tu n'es pas née de moi. » Amélie garda un visage impassible, même si son cœur battait à tout rompre. « Je m'en doutais, » mentit-elle. « Alors, qui est ma vraie mère ?» Valentine prit une photo dans le dossier et la tendit à Amélie. C'était un cliché de Camille, pris à son insu, qui la montrait l'air hagard et mal habillée. Camille Dubois, une ancienne employée domestique qui a travaillé ici pendant 2 ans, une femme instable. Marc se raidit sur son siège, mais ne dit rien. « Instable comment ?» demanda Amélie. « Des problèmes d'alcool, des troubles du comportement, des mensonges pathologiques », énuméra Valentine avec un détachement clinique. Quand elle est tombée enceinte, elle a refusé de nous dire qui était le père. Nous l'avons gardé par charité chrétienne. Valentine sortit alors plusieurs documents du dossier. Mais après ta naissance, elle a montré son vrai visage. Elle a tenté de nous faire chanter, prétendant que ton père était quelqu'un de riche et d'influent qui lui devait de l'argent. Amélie examina les papiers. Ils semblaient authentiques. Déclarations sur l'honneur, témoignages de voisins, rapports médicaux, tout était là pour dresser le portrait d'une femme déséquilibrée et manipulatrice. Vous avez la preuve de ce chantage. Valentine sourit et sortit une confession manuscrite portant la signature de Camille. Elle a fini par avouer ses tentatives d'extorsion. En échange, nous avons accepté de ne pas porter plainte et de prendre soin de toi. Nous t'avons élevé dans l'amour et le luxe, loin de cette mère toxique. Amélie lut la confession, l'écriture tremblante, les formules alambiquées. Tout indiquait un document rédigé sous la contrainte, mais techniquement, il était légal. Et où est-elle maintenant? À Marseille, avec sa 2e fille, dit Valentine avec un sourire cruel. Car oui, elle a eu une autre enfant quelques années plus tard, une fille qu'elle élève dans la précarité et qui, aux dernières nouvelles, conduit des camions pour survivre. Le piège était parfait. Valentine avait transformé Claire en preuve de l'incapacité maternelle de Camille. La fille abandonnée au Dufresne avait réussi brillamment sa vie, tandis que celle restée avec sa vraie mère vivotait dans la classe populaire. « Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» demanda Amélie.
Parce que cette femme a repris contact avec toi, n'est-ce pas? Elle t'a raconté des histoires pour t'attendrir, te faire croire qu'elle était une victime. » Valentine se pencha vers Amélie, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. « Elle va essayer de te soutirer de l'argent, ma chérie. C'est tout ce qu'elle sait faire. Et cette Claire, cette fille qui lui ressemble, elle est dans le coup. Elles ont préparé cette mascarade ensemble. Comment savez-vous qu'elle me ressemble? Parce que les enfants issus de pères inconnus ressemblent souvent à leur mère. Et toi, tu as hérité de certains traits de Camille. C'est troublant, je te l'accorde, mais logique. » Amélie admira l'habileté diabolique de Valentine. Chaque élément de la vérité était retourné pour servir son mensonge. La ressemblance entre les sœurs devenait une ressemblance mère-fille. Les bagues identiques n'étaient même pas mentionnées. « Et papa ?» demanda-t-elle en se tournant vers Marc. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Marc évita son regard. « J'ai toujours su que tu étais adoptée. Valentine m'avait tout expliqué. Cette Camille m'était effectivement problématique. Tu l'as connue personnellement ? Très peu. Elle évitait le contact avec moi, sans doute par honte. » Amélie sentit la nausée monter. Marc mentait sciemment, niant leur histoire d'amour, reniant la mère de ses enfants pour sauver sa réputation. « Bien, » dit-elle en se levant. « Merci pour ces éclaircissements. Je vais y réfléchir. » « Amélie, » l'arrêta Valentine. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais nous t'avons protégée de cette femme pendant 27 ans. Ne te laisse pas manipuler maintenant. » Une fois dans sa chambre, Amélie appela immédiatement Adrien. « Elle a tout prévu, » dit-elle. Des faux témoignages, une confession signée, un dossier médical bidon. Valentine s'est préparée à cette confrontation depuis des années. C'était prévisible, mais nous avons des preuves scientifiques qu'elle ne peut pas réfuter. Elle va essayer de les discréditer. Dire que Claire et moi avons trafiqué les résultats. C'est pour ça qu'il nous faut plus que des analyses ADN, il nous faut un témoignage irréfutable. Lequel ? Celui de Camille, et j'ai une idée pour le rendre inattaquable. Le lendemain, Adrien se rendit à Marseille avec un matériel d'enregistrement professionnel. Camille accepta de témoigner face caméra, révélant toute la vérité sur sa relation avec Marc, le chantage de Valentine et la séparation forcée des jumelles. Mais le plus important était ailleurs. En fouillant dans ses affaires, Camille avait retrouvé un objet qu'elle croyait perdu. Un petit magnétophone que Marc lui avait offert en cadeau et qu'elle utilisait pour enregistrer des chansons. « Je n'y pensais plus », dit-elle en sortant l'appareil antique. Mais le jour où Valentine est venue me menacer, j'avais tellement peur que j'ai discrètement appuyé sur « Enregistrer ». J'espérais avoir une preuve si les choses tournaient mal. Adrien examina le magnétophone avec excitation. « Vous voulez dire que vous avez enregistré Valentine en train de vous menacer ? Pas tout, juste la fin de notre conversation. Mais c'est peut-être suffisant. » Quand ils écoutèrent la bande, vieille de 27 ans mais encore audible, ils découvrirent un trésor, la voix de Valentine, parfaitement reconnaissable, expliquant son plan pour séparer les jumelles et menaçant Camille de prison si elle parlait. « Avec ça, » dit Adrien, « elle ne peut plus nier pendant ce temps. » À Paris, Valentine recevait un visiteur inattendu. Claire se présenta à la grille de la propriété, déclinant sa véritable identité. « Je suis Claire Dubois. Je crois que vous me connaissez. » Le visage de Valentine se durcit quand elle vit cette version populaire d'Amélie face à elle. « Que voulez-vous ? Vous parlez, vous proposez un arrangement. » Valentine accepta de la recevoir, curieuse de connaître les intentions de cette fille qu'elle avait écartée de sa vie dès la naissance. Dans le salon luxueux, Claire joua parfaitement son rôle. Elle se montra impressionnée par le luxe, intimidée par Valentine, reconnaissante qu'Amélie ait eu une meilleure vie qu'elle. « Je ne veux pas de problème, » dit-elle. « Ma mère m'a raconté des histoires, mais je vois bien qu'elle n'est pas très stable. Je ne veux pas détruire la famille d'Amélie. » Valentine se détendit légèrement. « C'est très sage de votre part. Par contre, » continua Claire, « j'ai des dettes. Mon camion va être saisi. Si vous pouviez m'aider financièrement, je pourrais convaincre ma mère d'arrêter ces accusations ridicules. » Valentine sourit. Voilà enfin le vrai visage de cette famille. Des profiteurs qui voulèrent de l'argent. Combien ? 50 000 € pour disparaître définitivement. C'est beaucoup d'argent. C'est le prix du silence, dit Claire en soutenant son regard. Valentine réfléchit. 50 000 € pour que cette histoire s'arrête là, c'était presque donné. Très bien, mais je veux des garanties. Vous signerez un document reconnaissant que votre mère a menti, et vous vous engagerez à ne plus jamais contacter Amélie.
D'accord, accepta Claire. Mais je veux l'argent avant de signer. Nous pouvons arranger ça, disons, après demain soir. Après le gala, je ne veux pas que cette affaire perturbe notre soirée de bienfaisance. Parfait, sourit Claire. Vous ne le regretterez pas. En sortant de la propriété, Claire appela immédiatement Amélie. Mission accomplie. Elle a mordu à l'hameçon. Elle se croit tranquille jusqu'à après-demain soir. Parfait, ça nous laisse le temps de tout préparer. Demain, dernière répétition générale. Amélie, vous êtes sûre qu'on fait le bon choix? Cette femme est vraiment dangereuse. Justement, c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Et publiquement, c'est la seule façon qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à personne. L'hôtel de Crillon resplendissait sous les feux des projecteurs. Le gala annuel de la Fondation Dufresne était l'un des événements les plus prisés de la haute société parisienne. Et ce soir-là, 500 invités triés sur le volet se pressaient dans les salons dorés de l'établissement mythique de la place de la Concorde. Valentine avait orchestré cette soirée avec son perfectionnisme habituel, robe de couturier signée Dior, bijoux somptueux, coiffure impeccable. Elle évoluait parmi les invités comme une reine recevant ses sujets. Marc, élégant dans son smoking, la suivait en saluant machinalement les personnalités présentes, mais son esprit était ailleurs. « Tout va bien. »« Chérie, » murmura Valentine en lui prenant le bras, « tu sembles nerveux. Je pense à Amélie. Elle avait l'air étrange ces derniers jours. Ne t'inquiète pas, après notre conversation, elle a compris, cette histoire avec les Dubois va se tasser. » À cet instant, Amélie fit son entrée dans le grand salon. Elle était éblouissante dans une robe valentino rouge sang, qui épousait parfaitement sa silhouette, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué, qui mettait en valeur son cou gracile, et surtout, l'anneau d'émeraude qui brillait à son doigt. « Maman, papa !» dit-elle en les embrassant. « Magnifique soirée, comme toujours. Tu es radieuse, ma chérie, » dit Valentine, soulagée de voir qu'Amélie semblait avoir retrouvé son sourire habituel. Ce que Valentine ne remarqua pas, c'est qu'Adrien Moreau circulait discrètement parmi les invités. Installant du matériel audiovisuel dans la salle de réception, officiellement, il documentait la soirée pour les archives de la Fondation. En réalité, il préparait la révélation du siècle, à 21h, alors que les invités terminaient le dîner de gala. Valentine se dirigea vers l'estrade pour le traditionnel discours de remerciement. C'était le moment qu'attendait Amélie. « Mesdames et messieurs », commença Valentine, « merci d'être venus nombreux soutenir notre fondation. » À cet instant, les portes du salon s'ouvrirent et Claire fit son entrée. Métamorphosée par les soins d'Amélie, elle était méconnaissable, robe de soirée noire élégante, maquillage professionnel, chaussures de créateur. Elle avait l'allure d'une parfaite bourgeoise parisienne, seules ses mains, qu'elle ne pouvait dissimuler, trahissaient encore ses origines laborieuses. Un murmure parcourut l'assemblée. La ressemblance avec Amélie était si frappante que plusieurs invités se tournèrent vers elle, stupéfaits. Claire s'avança calmement vers l'estrade, sous les regards médusés de l'assistance. Valentine s'arrêta net au milieu de son discours, le visage livide. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» siffla-t-elle dans le micro, oubliant qu'elle était entendue par tout le monde. « Je viens récupérer ce qui m'appartient », répondit Claire d'une voix claire qui porta dans tout le salon. Amélie se leva alors de sa table et rejoignit Claire près de l'estrade, quand les deux jeunes femmes se retrouvèrent côte à côte. L'effet fut saisissant, même habillées différemment, leur ressemblance était troublante. « Mesdames et messieurs, » dit Amélie en s'emparant d'un micro, « permettez-moi de vous présenter ma sœur jumelle, Claire Dubois. » L'assemblée explosa en murmures incrédules. Marc se leva brusquement, renversant son verre de champagne. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ?» cria-t-il. « Je rétablis la vérité, papa. La vérité que vous nous avez cachée pendant 27 ans. » Valentine essaya de reprendre le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, il y a manifestement un malentendu, cette jeune femme. »« Cette jeune femme, » l'interrompit Claire, « est votre belle-fille, celle que vous avez arrachée à sa mère à la naissance. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Valentine cherchait désespérément une porte de sortie. « C'est ridicule. Cette personne essaie de profiter de notre générosité. Elle ressemble effectivement à Amélie, mais c'est normal puisqu'elles sont toutes les deux les filles de Camille Dubois. Cette femme instable qui... »« Stop !» cria Amélie. « Arrêtez de mentir !» Elle leva sa main gauche, exhibant son anneau d'émeraude. «
Claire fit de même, les 2 bagues identiques brillaient sous les lustres du salon. « Expliquez-nous ça, Valentine, » dit Amélie. « Comment 2 filles différentes peuvent-elles porter des bagues rigoureusement identiques que mon père prétend avoir fait faire uniquement pour moi ?» Marc se figea. Il regardait les 2 anneaux avec une expression d'incompréhension totale. « Je n'en ai fait faire qu'un, » balbutia-t-il. « Un seul pour Camille, pour l'enfant. »« Exactement, » dit Claire. « Vous n'en avez fait qu'un, c'est Valentine qui a commandé la copie. » Valentine comprit que la situation lui échappait définitivement. « Tout ceci est absurde. Ces filles vous manipulent. Elles veulent notre argent. Dans ce cas, » dit Adrien en s'avançant vers l'estrade avec un dossier sous le bras. « Expliquons les choses scientifiquement. » Il se dirigea vers l'écran géant installé pour la soirée et y projeta les résultats des tests ADN, tests effectués par le laboratoire Biomol, certifiés par l'État français, annonça-t-il. Amélie Dufresne et Claire Dubois sont sœurs jumelles monozygotes, compatibilité génétique 99,99%. L'Assemblée retint son souffle. Et concernant la paternité, continua Adrien en changeant de diapositive. Marc Dufresne est le père biologique des 2 jeunes femmes, probabilité 99,97%. Marc s'effondra sur sa chaise. Valentine, elle, tentait encore de sauver la situation. Ces analyses peuvent être falsifiées. Elles ont eu des semaines pour... Dans ce cas, dit Claire en sortant son téléphone, écoutons plutôt votre propre témoignage. Elle lança l'enregistrement de 1997, la voix de Valentine, plus jeune mais parfaitement reconnaissable, emplit le salon. « Vous allez me donner une des jumelles, Camille, la plus belle. Je l'élèverai comme ma fille. L'autre restera avec vous dans votre médiocrité, si vous refusez. Je vous fais arrêter pour chantage, et vos 2 filles finiront à l'assistance publique. » Choisissez. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis l'assemblée explosa en exclamations indignées. Plusieurs invités se levèrent. Certains applaudirent, d'autres huaient. Valentine. Marc regardait sa femme avec horreur. « Mon Dieu, Valentine, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai protégé notre famille !» hurla-t-elle, toute contenance perdue. « J'ai sauvé cette gamine de sa mère alcoolique. J'ai fait d'elle une Dufresne respectée, au lieu d'une camionneuse de banlieue. En séparant des jumelles. En mentant à tout le monde, en terrorisant Camille. » Valentine se tourna vers l'assemblée médusée. « Vous ne comprenez pas ? Cette Camille était une domestique qui a profité de l'absence de son épouse pour séduire un homme marié. Elle méritait ce qui lui est arrivé. »« Maman, » dit Amélie, et le mot sonna étrangement dans sa bouche après ce qu'elle venait d'apprendre. « Vous avez séparé 2 sœurs. Vous m'avez fait grandir sans ma famille. Vous avez gâché la vie de tout le monde. Je t'ai donné la meilleure vie possible. Vous m'avez volé ma vraie vie. » Claire s'avança vers Valentine. « Et moi, Madame Dufresne, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de grandir sans père, pour voir ma mère se détruire de culpabilité et de peur? Tu n'étais qu'un accident, un incident regrettable. » La gifle que Claire lui assena résonna dans tout le salon. Valentine chancela, portant la main à sa joue. « Cet accident, » dit Claire, « vaut autant qu'Amélie, et j'ai les mêmes droits qu'elle. » Marc se leva lentement et s'approcha des 2 jeunes femmes. Il les regarda longuement, cherchant dans leur visage les traits qu'il reconnaissait. « Mes filles, » murmura-t-il, la voix brisée. « Mes 2 filles. » Il les prit dans ses bras, et pour la première fois depuis 27 ans, les jumelles Dufresne furent réunies avec leur père. L'assemblée, émue malgré le scandale, applaudit cette réconciliation. Valentine, abandonnée de tous, quitta précipitamment la salle sous les murmures réprobateurs. « Mesdames et messieurs, » dit Amélie en reprenant le micro, « ce soir, nous célébrons plus qu'un gala de charité, nous célébrons la vérité qui triomphe enfin. » Claire ajouta, avec un sourire ému, « Et nous annonçons que la Fondation Dufresne va désormais consacrer ses efforts à réunir les familles séparées. Plus jamais un enfant ne devra grandir loin de sa vraie famille. » Les applaudissements crépitèrent dans le salon doré de l'hôtel de Crillon, couvrant les sanglots de joie de Marc, qui serrait enfin ses 2 filles dans ses bras. 6 mois après le scandale du gala de Crillon, la villa Dufresne de Neuilly-sur-Seine avait retrouvé une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Les murs qui avaient abrité tant de secrets et de mensonges résonnaient désormais de rires authentiques et de conversations vraies,
Amélie et Claire étaient assises sur la terrasse, prenant le petit déjeuner ensemble comme elles le faisaient chaque dimanche depuis la Révélation, leurs deux styles vestimentaires, l'une en robe de créateur, l'autre en jean et pull décontracté, témoignaient encore de leurs univers différents, mais leurs gestes étaient devenus synchrones, preuve de cette gémellité retrouvée. Les journalistes ont fini par se lasser, remarqua Amélie en feuilletant le Figaro. Plus un seul article sur l'affaire cette semaine. Tant mieux, répondit Claire. J'ai hâte qu'on puisse vivre normalement. Le scandale avait défrayé la chronique pendant des mois. Valentine Dufresne, déchue de son piédestal social, avait quitté la France pour s'installer en Suisse, où elle vivait désormais recluse dans un petit appartement, financé par une pension alimentaire minimale que Marc lui versait par obligation légale. Les procédures judiciaires lancées contre elle pour enlèvement et falsification de documents s'étaient enlisées dans les complications juridiques, mais sa réputation était définitivement ruinée. « Papa a l'air de mieux aller », observa Claire en voyant Marc descendre l'escalier du jardin, Camille à son bras. La réconciliation entre Marc et Camille avait été l'une des plus belles surprises de cette histoire, après 27 ans de séparation forcée. Ils avaient redécouvert leurs sentiments avec une intensité que l'âge et l'expérience avaient mûri. Camille avait accepté de s'installer à Neuilly, non pas comme domestique cette fois, mais comme la femme de Marc. Leur mariage civil avait eu lieu discrètement le mois précédent, en présence de leur fille et de quelques amis proches. « Bonjour mes chéris », dit Marc en embrassant ses filles. Il rayonnait d'un bonheur qu'Amélie ne lui avait jamais vu auparavant. « Bonjour papa », répondirent-elles en chœur, ce qui les fit rire. Camille prit place à leur table. Encore impressionnée par ce luxe qu'elle découvrait chaque jour, elle avait gardé son naturel et sa simplicité, refusant catégoriquement de se transformer en bourgeoise parisienne. « J'ai eu des nouvelles du notaire », annonça Marc. « Le partage de l'héritage est finalisé. Vous êtes officiellement copropriétaire à parts égales de tout l'empire Dufresne. » Claire secoua la tête avec amusement. « Je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis millionnaire hier encore. Je m'inquiétais pour payer l'essence de mon camion. Et moi, je n'arrive pas à croire que j'ai une sœur jumelle qui sait réparer un moteur, » répondit Amélie en souriant. Leur différence était devenue leur force. Claire apportait à Amélie cette authenticité et cette simplicité qui lui avaient manqué dans son cocon doré. Amélie offrait à Claire l'accès à un monde de culture et de raffinement qu'elle apprenait à apprécier sans complexe. Parlant de la fondation, dit Marc, « Vous avez pris votre décision pour la transformation. » Les jumelles échangèrent un regard complice. « Nous sommes d'accord, » dit Amélie. « La fondation Dufresne va devenir la fondation Liens Retrouvés. Notre mission sera d'aider les familles séparées à se retrouver. » J'ai déjà contacté plusieurs associations, ajouta Claire. Il y a tellement d'enfants adoptés qui cherchent leurs parents biologiques, de familles brisées par des secrets, et nous avons les moyens de les aider concrètement, continua Amélie. Financer des recherches, des tests ADN, des médiations familiales. Marc hocha la tête, ému. Votre mère aurait été fière de vous, dit-il en regardant Camille. Transformer votre douleur en aide pour les autres, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Adrien Moreau arriva vers 10h, comme convenu. Le détective était devenu un ami de la famille, et son agence travaillait désormais exclusivement pour la fondation. « J'ai les premiers dossiers », annonça-t-il en sortant une chemise de sa mallette. 15 familles qui demandent notre aide, des histoires parfois similaires à la vôtre. Il étala les photos sur la table, des enfants adoptés cherchant leurs parents, des frères et sœurs séparés dans l'enfance, des parents qui n'avaient jamais pu retrouver leurs enfants placés. « Par où commençons-nous » demanda Claire. « Par celle-ci » dit Amélie en désignant la photo d'une jeune femme. Sophie Martin, 25 ans, adoptée à la naissance, elle recherche ses parents biologiques depuis des années. « Parfait choix », approuva Adrien. « J'ai déjà des pistes. » L'après-midi, les deux sœurs se rendirent ensemble à Marseille pour rendre visite aux amis de Claire et officialiser le déménagement de ses affaires. L'appartement de la Castellane semblait minuscule après les grandeurs de Neuilly, mais il représentait tant de souvenirs pour Claire. « Tu vas me manquer, ma belle », dit Fatima, sa voisine et amie d'enfance. « Mais je suis tellement heureuse pour toi. Je ne t'oublie pas », promit Claire. « Et la fondation va embaucher ici. Nous avons besoin de gens qui connaissent vraiment la vie des quartiers. Tu penses à moi. J'y pense sérieusement. Qui d'autre que toi sait écouter les gens et les conseiller ?»
Amélie observait cette scène avec émotion. Elle découvrait un monde de solidarité authentique qu'elle n'avait jamais soupçonné dans son milieu bourgeois. Le soir, de retour à Paris, les sœurs dînèrent en tête-à-tête dans un petit restaurant du Marais. « Tu regrettes parfois ?» demanda Amélie. « Ta vie d'avant, ta liberté, ta simplicité. » Claire réfléchit en faisant tourner son verre de vin. « Parfois, mais tu sais ce qui me manque le moins. L'inquiétude constante pour l'argent. Et toi, tu regrettes ton ancienne vie, l'insouciance. Peut-être avant, je ne me posais pas de questions. Maintenant, je me demande sans cesse ce qui est vrai, ce qui est juste. C'est normal. Nous avons grandi dans le mensonge. Il faut du temps pour retrouver nos repères. » Elles levèrent leur verre dans un toast silencieux. De retour à Neuilly, elles trouvèrent Marc et Camille dans le bureau, penchés sur des albums photos. « Regardez ce que j'ai retrouvé », dit Camille en leur montrant des clichés jaunis. « Vos premières photos, quand vous étiez bébé. » Les images étaient troublantes. 2 nouveau-nés absolument identiques, endormis côte à côte dans le même berceau. Valentine les avait cachés dans ses affaires, expliqua Marc. Elle les avait gardés, peut-être par remords, ou comme trophée, dit amèrement Claire. Non, dit Amélie en touchant doucement la photo. Je crois qu'elle les avait gardés parce que, quelque part, elle savait que la vérité finirait par éclater et qu'il faudrait des preuves. Camille sortit alors de son sac un petit écrin qu'elle tendit à ses filles. « J'ai quelque chose pour vous. » À l'intérieur brillaient 2 nouvelles bagues. Similaires aux originales mais légèrement différentes, au lieu d'émeraude, elles portaient 2 pierres complémentaires. Une aigue marine pour Amélie, une citrine pour Claire. L'aigue marine symbolise la sérénité et la vérité, expliqua Camille. La citrine représente la joie et l'abondance. Ensemble, elles forment l'harmonie. Les jumelles passèrent les bagues à leurs doigts droits, gardant les originales à gauche, pour ne jamais oublier d'où nous venons, dit Amélie, et pour célébrer ce que nous sommes devenus, ajouta Claire. Elles tendirent leurs mains et firent se toucher leurs 4 bagues, l'ancien et le nouveau, le passé et l'avenir, la douleur et la joie. Tout se mélangeait dans ce geste simple et symbolique. 6 mois plus tard, la fondation Liens Retrouvés avait déjà réuni 23 familles. Sophie Martins avait retrouvé sa mère biologique, un frère et une sœur séparés depuis 40 ans s'étaient embrassés en pleurant. Des parents avaient enfin pu serrer dans leurs bras l'enfant qu'on leur avait enlevé. « Nous changeons le monde, une famille à la fois », dit Amélie lors de l'inauguration de leur nouveau bureau. « Nous prouvons que l'amour véritable finit toujours par triompher », ajouta Claire, dans l'assistance. Marc et Camille se tenaient par la main, rayonnant de fierté. Adrien applaudissait en souriant. Fier de son rôle dans cette belle histoire. Et quelque part en Suisse, Valentine regardait les informations qui relataient le succès de la fondation. Pour la première fois depuis des mois, une larme coula sur sa joue, une larme de regret pour toutes ces années perdues dans le mensonge et la manipulation. Mais à Paris, dans la nouvelle vie des jumelles Dufresne, il n'y avait plus de place pour les regrets, seulement pour l'amour retrouvé et l'espoir offert à d'autres familles brisées. Les anneaux d'émeraude brillaient toujours à leurs doigts, mais ils ne symbolisaient plus la séparation. Ils étaient devenus le pont entre 2 cœurs qui battaient enfin à l'unisson,